Bonjour à tous et bienvenue dans les abécédaires philosophiques. Aujourd'hui nous sommes avec Hugues Malo. C'est moi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as hâte? Oui, très hâte. J'entends parler de ce concept depuis très longtemps. Des millions de vues sur YouTube, des millions sur Spotify. Non, j'aime trop parce que première année où j'ai fait de la fac un peu comme un touriste, j'ai suivi des cours de philo, je crois qu'on était dans le même cours du coup, sur Gilles Deleuze. Et il y avait ce fameux abécédaire. Et quand j'ai vu ce concept d'abécédaire, je me suis dit mais c'est génial, je connaissais pas du tout le concept. Et je crois que c'est un peu comme ça que tu as découvert aussi, de ce que j'ai compris. Et donc quand tu m'as dit que tu faisais un podcast et que tu faisais ça, c'est un peu les premières discussions qu'on a eues et où on s'est rencontrés. Et j'ai trouvé ça trop une bonne idée. Donc voilà, je suis content d'avoir aidé à participer au celui d'avant et maintenant d'y participer en tant qu'invité. Alors pour ceux qui se sont rendus compte que le 10e épisode avait step up en termes de matos et de qualité d'image et de son, c'est grâce à Hugues qui a tout traité. Ouais. Tout le matos, l'entièreté du matos, c'était... C'est fou, elle a payé, très cher. Tu peux écrire mon mail là ou mon site internet là, avec des paillettes. Est-ce que tu es prêt pour commencer? Oui. A comme adulte. Ouf. Tu as 23 ans et sur cette période-là, on n'est plus vraiment des adolescents, mais on n'a pas forcément l'impression d'être des adultes. Voilà. Quand on est au collège-lycée, on comprend pas vraiment ce paradoxe, aussi parce qu'on n'a pas forcément une représentation très claire de ce que ça veut dire être adulte ou pas, ou ne pas être adolescent, ou pas. Bref. Donc, est-ce que tu te sens adulte? Je commence à me sentir adulte. Et ça fait bader. Ça fait bader. Pourquoi? Des fois j'ai peur que ce soit un peu tôt. En fait, je pense, en effet, on se rend pas compte de ce que c'est devenir adulte, je pense, avant de le devenir un peu ou de faire face. Être adulte, c'est... En fait, j'ai l'impression de le vivre maintenant, tu vois, dans ma vie, en mode à prendre des responsabilités et surtout à une sorte de sortir du cocon de l'enfance aussi, tu vois. Moi, c'est complètement ce que j'ai eu là, depuis que je suis avec ma copine actuelle, on va dire. Moi, j'ai vraiment fait un chemin où je suis parti faire mes études et après je suis revenu pour mon travail parce que je suis tombé sur un travail à côté de chez mes parents, chez mon père, quoi. Donc je suis revenu dans un fonctionnement, dans un cocon, moi j'appelle ça vraiment un cocon, tu vois. Et je me suis rendu compte il y a pas longtemps parce que là, du coup, dans ma vie, ça a beaucoup bougé. J'ai eu un appart, j'ai quitté des trucs et tout ça. J'ai quitté mon père, j'ai quitté la maison avec mon père. Tu vois comment je lui ai dit, j'ai quitté mon père. Bref, tout ça a fait que j'ai eu l'impression de couper tout ce que j'avais sur le cocon, changer d'endroit, je vois mes amis, je fais moins tout ce que je faisais, ma routine que j'aimais bien. C'était vraiment une routine d'un fonctionnement que j'ai depuis que je suis enfant en fait, quoi. Et là, d'un coup, j'arrête tout. Et j'ai l'impression que devenir adulte, c'est un peu ça aussi. Devenir adulte, j'ai l'impression que c'est créer sa vie à soi, créer son cocon à soi. Il y a un côté très agréable, je pense qu'on en a tous envie, même moi j'en avais envie, mais il y a un côté badant, voilà. C'est la première fois en ce moment que je me dis, plus jamais je vivrai ce que j'ai vécu, ce que je vivais quand j'étais enfant. La sorte de routine, tu vois. C'est-à-dire faire des soirées films avec mon daron, dormir dans ma chambre d'enfant avec les décos d'enfant, tu vois. Là, mon père il a tout repeint il y a 2 semaines, enfin c'est tout con, hein. Vraiment c'est débile, mais devenir adulte c'est faire le deuil de tout ça vers quelque chose de nouveau, tu vois. En fait je me rends compte que j'étais pas du tout adulte avant, maintenant, je commence à peine à l'être, tu vois. Il y a des gens où c'est plus tôt et tout, et pendant longtemps je me suis dit je suis quand même assez mature et tout ça adulte, peut-être j'étais un peu mature, mais pas du tout de maturité émotionnelle et maturité pas du tout indépendant en fait. J'étais très dépendant de ce cocon-là. Et donc je commence à peine à le devenir en fait, je sens. Prise de responsabilité et un deuil de l'enfance en fait, un peu. Mais du coup, je pense qu'on ne vit pas tous comme ça, faut pas voir tout ça trop négativement. Je pense que c'est ultra gratifiant parce que du coup tu construis toi-même quelque chose, tu vois, ça vient de toi, c'est la meilleure chose que tu puisses vivre. De toute façon c'est le truc qu'il faut vivre. Par contre ce côté quitter le nid c'est vrai, genre vraiment par contre il y a une sorte de déchirement. Il y a des gens, quand ils sont amenés avec la rupture de leurs parents, avec des trucs comme ça, à faire ce déchirement beaucoup trop tôt. Et ça devient un trauma, et du coup, la vie adulte arrive beaucoup trop vite, tu vois. Là, je vis la rupture maintenant, tu vois. Et des fois, ça fait bader. Des fois, t'as le petit enfant en moi et qui se met à avoir peur, en fait, tu vois. Genre, je pense que j'ai l'impression qu'en tout cas, moi, devenir adulte, c'est ça. C'est construire quelque chose essentiellement à soi, hors du cocon de l'enfance, et donc faire le deuil de l'enfance. Et je pense qu'il y a des gens qui deviennent jamais vraiment adultes. Les gens qui restent chez les parents pendant très tard, ou même, tu sais, fonctionnement un peu paysan, de vivre dans la même famille, tout ça, d'être avec les grands-parents dans la maison, avec tout le monde et tout. Il y a un côté coucou, en fait, qui fait que devenir adulte, je pense, comme on le conçoit dans la société actuelle, tu deviens pas adulte quand tu fais ça, en fait. Tu restes enfant, un peu. Ok, je vois. Il y a pas longtemps, je me suis posée et j'ai fait putain, mais en fait, je suis plus adolescente. Et comme ça m'est arrivé d'un seul coup, j'ai l'impression que ça se faisait du jour au lendemain. Donc est-ce que toi aussi un jour tu t'es posé et tu t'as fait mais attends, mais en fait je suis plus du tout adolescent aussi. L'adolescence c'est le moment où tout est possible. La liberté, où tu commences à vivre les premiers moments de liberté. Donc la vie c'est comme dans un film, c'est exceptionnel.
Et devenir adulte, c'est juste se rendre compte que ta vie, ce sera pas autant un film et que ce sera aussi des fois basique. Ou pas. Ou alors, si tu réussis à ne pas avoir une vie basique, c'est que aussi tu arrives à nourrir l'enfant qui est en toi, tu vois. Parce on a les deux, je pense. Et il faut absolument nourrir l'enfant qui est en toi. Être trop adulte, c'est un enfer. Et je pense qu'il faut donner aux deux pour avoir du plaisir dans la vie, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de grandir? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Enfin, je continue de grandir, genre, je suis pas, j'ai pas fini. Mais c'est pour ça que je dis j'ai beaucoup aimé, c'est que je sais pas si je vais continuer à aimer. Mais moi, il y a eu une période jusqu'à, on va dire, cette année, et même cette année, c'est encore un peu le cas, où chaque année, j'avais l'impression de m'améliorer. Avant, j'avais genre très timide, tout ça, jusqu'au lycée. Et à partir de la seconde première, chaque année, c'était un step vers moi-même, vers être mieux dans ma vie, en fait. Et donc, grandir, pour moi, c'était la définition d'être de mieux en mieux avec moi-même et d'être de plus en plus fier de ce que je suis, tu vois. Donc, c'était cool. Ouais. C'est la sensation où quand tu regardes une photo de toi il y a un an, tu te dis putain, j'ai changé de fou, Ouais, en fait. ouais, grave. De ouf. Genre la sensation de me dire, ouais, c'est plus la même personne. Et vraiment aussi, ouais, je me rends compte à quel point j'étais pas bien à ce moment. J'étais pas aussi bien à ce moment-là. Et j'en avais conscience que j'étais pas vraiment bien. Et longtemps, j'ai pas été bien en fait, j'ai eu l'impression. Et après, j'ai découvert ce que c'était d'être bien. Et donc, je me suis accroché à savoir ce que c'était d'être bien. Cette sensation d'être vraiment bien avec soi, une fois que tu la ressens une fois, tu sais ce que c'est, tu vois. Et je souhaite à tout le monde de l'avoir. Et je pense que tout le monde l'a en majorité, tu vois. Mais je vois aussi des gens, des fois, qui sont dans le dur. Il faut juste qu'ils vivent le moment. C'est juste qu'ils n'ont pas encore vécu une situation ou rencontré des personnes qui vont faire qu'ils vont se sentir bien. Mais à partir du moment où ils vont vivre ça, ça veut dire qu'ils auront trouvé le truc, tu vois. Et il faut s'accrocher à ça. Il faut s'accrocher à ces personnes, à ces moments, à cette passion, à ce truc. En fait, ça veut dire c'est la vie qui te parle et c'est ton chemin, c'est tout. Tu vois. Ouais. Je suis très stressé. Je sais. En plus, t'as pris un café, t'es très très stressé. Je suis très tendu là. Ok. Je pourrais manger la table, genre. C'est quel genre de stress? Le gars il mange des œufs. Le mec il mange le câble comme un spaghetti. On parle. Je pense à ça. Deuxième lettre, on va avancer. On est productif, je trouve. Oui, let's go. Je suis pas très fière de ce mot. Si t'as rien, c'est pas grave. Bonbon. J'aimerais bien. B comme bulle. Un créateur est souvent qualifié de personne enfermée dans sa propre bulle. Bulle aussi bien sensorielle que créative, imaginative. Qu'en est-il de toi? Est-ce que t'as une bulle? Pardon, je suis désolé, la musique elle m'a fait rire. Tu sais, c'est les mêmes avec les. Tu peux me redire et je suis là-dedans parce que j'étais dans la musique et j'essayais juste de pas rire. Qui met ça dans un coffee shop? C'est une musique de mème. C'est un mème récent? Attends, mais c'est sûr, t'as vu, c'est les mecs qui arrivent pas à dire des phrases. Genre, ils les essaient de dire in the beginning et ils n'arrivent pas. Bref. Je ne suis plus dans la side même d'Instagram parce que je suis dans la side Palestine. Ouais, j'ai vu. Ouais. Je mets beaucoup de posts et du coup tu me remets dans la réalité parce que moi je suis un peu dans on va dire, tu vois, dans la bulle, enfin dans mon délire et l'actualité je suis très désintéressé de l'actualité. C'est marrant parce que c'est en rapport avec le B. Ouais, le un B peu. comme bulle. Mais toi si tu me redis ta phrase, c'était plus une bulle artistique, mais vas-y dis-moi. Oui, c'est plus ça. Un créateur est souvent qualifié de personne enfermée dans sa bulle, dans sa bulle sensorielle, créative, imaginaire. Et donc, qu'en est-il de toi? Est-ce que tu as une bulle aussi bien du coup créative que autre? Bonne question. J'ai une bulle. Je pense que oui. Je pense qu'on a tous une bulle un peu de toute façon, mais clairement, j'ai besoin d'être seul en plus souvent pour aller chercher les choses que j'ai envie de trouver, tu vois. Genre, j'ai besoin de solitude pour trouver quelque chose qui a l'air de sonner juste, tu vois. Quoique des fois avec les gens, j'arrive à la voir. Disons que je suis très dans ma tête. Genre, je peux vraiment, quand je suis tout seul, je pars tout seul, de ouf. C'est pas juste comme ça des phrases, c'est vraiment un débat avec moi-même, quoi. J'auto-débat mes idées pour aller vers quelque chose où je suis d'accord, tu vois. Donc vraiment, je vais mettre deux points de vue différents face à face tout seul, tu vois. Et je vais vraiment prendre les deux points de vue et discuter avec moi-même. Bizarre. Je le fais beaucoup, bon par contre ça me fait me perdre beaucoup, c'est pour ça que j'ai besoin des gens pour peut-être m'ancrer un peu plus dans le réel. Parce que sinon je peux faire pendant des heures écrire des trucs mais que ça emmène nulle part, tu vois. Comment est-ce que tu perçois ta bulle? Elle englobe quoi? Elle englobe quelle partie de ta réflexion? Parce que tu vois, il y a des gens, s'ils vont parler avec d'autres humains, ils sont plus dans leur bulle, tu vois par exemple. Donc elle englobe quoi dans ta vie, ça dans ta bulle? Elle englobe quel sujet, tu veux dire? Quel sujet, quelle partie de toi? Monologue intérieur, remise en question un peu fréquente de ce que je fais, de ce que je dis, même si ça j'essaie de le calmer. Mais avant je disais un truc direct, je suis en mode qu'est-ce que je viens de dire? Et donc même si les gens me parlent et que je vais avoir des réponses un peu automatiques, ça m'arrive très souvent, je vais être en mode putain qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ça, putain du coup j'ai perdu le fil, mais attends, enfin tu sais en fait je vais faire que penser ce que je fais à la place de faire. Et du coup, je vais plus faire. Ça, c'était un truc trop chiant. Le fait de penser ce que tu fais, bah en fait, tu deviens ce que tu penses être. Tu vois, genre tu te dis, putain, je suis nul, je suis hyper stressé, je sais pas parler. Et bah le fait que tu penses au fait que tu sais pas parler et tout ça, bah en effet, tu vas pas bien parler. Alors que si tu te dis en amont,
je vais bien parler. En fait, c'est une question de prendre le temps, je me rends compte maintenant. De prendre l'énergie et le temps pour faire cette chose-là. Et pas te dire qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de faire. Non, fais-le, point, tu vois. Moi, avant, j'ai l'impression que tout le temps, c'était je fais, je prends du recul en même temps que je le fais. Est-ce que je le fais bien? Attends, mais peut-être qu'il faudrait que je fasse comme ça. Non. Fais-le, tu vois. Au pire, tu fais la bêtise pleinement et au mieux, tu fais en fait. Bon, j'ai ce côté bulle où en fait, je prends beaucoup de recul sur le réel tout le temps, tu vois. Un deuxième regard, un troisième regard et des fois, cercle vicieux, tu vois. Donc, par contre, pour la création, ça permet de prendre du recul, de me paumer n'importe où je suis, tu vois. Mais du coup, le truc, c'est que tu fais souvent affronter deux points de vue différents dans ta tête, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Donc, est-ce que du coup, quand il s'agit de la création, des fois, tu fais ça et donc au final, t'arrives jamais à quelque chose qui te convient pleinement? Parce que tu te retrouves avec deux points de vue complètement différents qui se contredisent l'un et l'autre et donc tu ne sais pas ce qui est bon ou pas. Complètement. Enfin, jamais en sortant un truc que j'avais fait moi, j'ai trouvé ça bien. Chaque fois, je trouvais que c'était pas réussi complètement, tu vois. Et je suis toujours dans la remise en question. Et j'ai besoin d'un avis extérieur pour me dire non, ça c'est mieux, ça c'est pas mieux. Prendre des décisions, du coup, c'est très compliqué. Mon changement de taf, ça a été très compliqué parce que justement, j'étais en mode ça m'apporte ça. Pragmatique en fait. Et ça m'apporte ça. Et s'il n'y a pas un côté flamme dans le ventre sur une des décisions, c'est impossible de prendre la décision. C'est pour ça que vraiment, pour moi, genre, écrire une idée, c'est la tuer une première fois, tu vois. C'était Robert Bresson, je crois, qui disait un truc comme ça. Le film, il meurt 3 fois, quoi. Quand tu l'écris, quand tu le filmes et quand tu le montes. Il meurt mais il renaît du coup. Mais il faut arriver à surpasser le deuil, quoi. J'arrive pas. J'ai monté des trucs finis, etc. mais je n'ai rien partagé parce que j'avais l'impression que c'était moins bien ou aussi bien que ce que j'avais déjà fait. Et pour moi, c'était inadmissible. C'est ce que je te disais, à chaque fois qu'on se voit, j'ai l'impression que l'important c'est de faire. C'est pas grave si c'est bien ou quoi. L'important c'est de faire. Ça c'est vrai. Ça c'est sûr, hein. Tu me le dis, mais tout le monde me le dit et des gens du milieu. Enfin, je veux dire, n'importe qui du milieu me disent dans tous les cas, Hugues, fais. Point. C'est ça qui fait toute la diff. On s'en fout. T'es horrible. J'ai fait comme un chat, pardon. Lettre suivante. Oui. C'est comme culture. Tu as grandi dans un environnement très riche culturellement. Tout ça fait que tu as naturellement choisi la voie du cinéma ou de la création. Quelle place accordes-tu à la culture dans ta vie? Alors, en effet, mes parents m'ont élevé dans l'amour de la culture, ça c'est sûr et certain. Après, c'était pas non plus des parents en mode matrixés par la culture, tu vois. Matrixés par la culture générale, par le savoir. C'est plus vraiment des passionnés, tu vois. Personnellement, de ce que j'ai vu chez toi, c'est que en fait, il y a plus de représentation culturelle chez vous que dans la plupart des maisons, je trouve. Okay. Pour ceux qui ne savent pas, dans son salon, pour regarder la télé, ils ont des sièges de cinéma. Voilà, et c'est pas une télé, c'est un rétroprojecteur avec un écran de cinéma qui descend du plafond. Pour vous donner une idée à peu près de où on en est. C'est vrai qu'ils étaient plus sur une culture à part. Et j'étais le mainstream. Le mainstream, c'était pas trop ça c'est sûr. Donc t'as raison, carrément. C'était tout ce que je voulais. Je sais ce qu'il faut lui dire parce que sinon elle est chiante. Je le dirai. Elle va couper ça au montage. Non. Maintenant que tu l'as dit, je ne le couperai pas. Je comprends, voilà, sinon tu l'aurais. Qu'est-ce que ça englobe quand je dis le mot culture, tu penses à quoi? Ça englobe quoi? La culture, c'est très large. C'est vrai que même, là, je parlais avec des potes qui essayent de travailler dans la culture. Elles me disaient, beaucoup de nos gens nous demandent c'est quoi la culture en fait. Ça veut dire quoi bosser dans la culture? C'est vrai, c'est un peu flou. Pour moi, s'y connaître en sciences politiques ou s'y connaître en mécanique, c'est de la culture pour moi, tu vois. Ouais. La culture, c'est l'ouverture d'esprit, tu vois. Donc si on prend autre chose que ce point de vue, juste accumuler des savoirs, c'est s'ouvrir et transmettre, tu vois. Ok. Phrase qui ne veut rien dire. Ça, tu vois, c'est la culture que tu as. Si on parle de la culture globalement dans notre vie au quotidien, en fait, qu'est-ce que ça englobe pour toi la culture, on va dire, physiquement? Si on parle de patrimoine culturel, par exemple, tu penses à quoi? Je suis allé à la fac parce que j'avais envie de continuer d'apprendre des trucs. Et ce que j'ai adoré dans la fac, c'était ce côté culture pour la culture, quoi. Connaissance pour la connaissance. Ouais. La fac, c'est pas un système très lucratif, je pense même pas du tout, surtout de notre section. Donc c'est le savoir pour le savoir, en fait, la connaissance pour la connaissance. Mais en même temps, c'est-à-dire que c'est une entité, la culture, le savoir, c'est une entité plus grande que nos vies à nous. C'est quelque chose de plus grand, en fait. C'est quelque chose qui nous élève. Ça, vraiment, c'est comme une religion pour moi. Dans le sens où c'est par la culture qu'on va avoir accès à des choses plus grandes que nous. Et comme on est en train de perdre la religion, on est en train de perdre certaines relations spirituelles avec la nature ou quoi que ce soit, on a perdu ça dans notre société en général. On est beaucoup plus terre à terre, pour le bon comme pour le mauvais du coup. Je trouve que la culture, c'est en train de partir en couille. Le respect que la société a encore pour la culture, il faut le chérir et on a de la chance d'être en France pour des fois cet aspect-là où la culture... T'as France Culture, t'as beaucoup des structures gratuites qui permettent d'avoir encore accès à ça et encore beaucoup d'ouverture pour les jeunes, qui en fait est essentielle parce qu'elle va nous ouvrir au monde et nous montrer que la vie est plus grande que ce qu'on vit en fait, tu vois. Genre. Merci monsieur. Tu veux qu'on aille prendre un truc à boire? Ouais, de l'eau. I need some water. Can I get some water? It's been a bird. You think it's better? Il y a mon tel par là. Lettre suivante. D comme devoir.
Donc en tant qu'adulte, justement, ou presque, on est souvent plié à des obligations, des devoirs. Comment est-ce que tu vis ces obligations? Déjà, c'est intéressant parce que quand j'entends devoir, moi je pense aux devoirs d'école. Et je pensais que t'allais dire quand t'es adulte, t'as plus de devoirs. C'est un peu la libération aussi. C'est pas faux, Oui. en fait. T'as plus de devoirs avec l'école, mais t'as d'autres devoirs. Alors non. Faire tes impôts, c'est un devoir en lui-même. Ouais. En fait, quand t'es adulte, t'as toujours un agenda. C'est comme à l'école, tu sais, t'avais un agenda, t'écrivais ce que tu devais faire pour le lendemain. Quand t'es adulte, t'as toujours pareil. Alors aujourd'hui, dans mon agenda, faut que je fasse ça, Ouais. faire les impôts, faire les factures. C'est pas. Tu sais, faire des impôts, c'est une fois par an. Ouais. Je vis pas mal mes devoirs. Il y a un côté jouer la vie d'adulte, du coup. Le faire et le faire bien. Il y a un côté gratifiant et agréable. Et facile. Tu joues au jeu de l'adulte. Oui, carrément. Après coup, je suis en mode hi hi hi, genre tu sais, le petit enfant en moi qui est en mode je me suis pris au sérieux de ouf à ce moment-là, alors qu'en vrai je prends rien, enfin je prends pas du tout au sérieux ce genre de choses normalement, tu vois. Mais des fois, en effet, les devoirs, mais auprès des gens et tout, tu dois te prendre au sérieux certains trucs, tu vois. Je pense que la clé c'est de l'aborder comme un enfant, tu vois. Il y a un côté, les devoirs d'adulte, c'est des trucs qu'on te demande de faire, tu vois, donc c'est agréable aussi, enfin c'est une facilité un peu, tu suis ça, tu vois. Bon, si on te dit fais ci, fais ça, t'as tes missions, tu les fais. Si c'est en plus, si c'est ce que tu sais faire. En fait, la vie d'adulte, ça peut être ça aussi, ça peut être très simple. Ça peut être, tu te reposes sur tes acquis et tu fais ce qu'on te dit de faire. Alors que quand t'es enfant, t'es obligé d'évoluer tout le temps, tu vois. Ouais. On te demande d'apprendre des nouvelles choses, d'évoluer tout le temps, et c'est ça qui est kiffant de ouf. Je pense que quand t'es adulte, faut absolument garder ça. Et te remettre en challenge tout le temps, sinon tu te fais chier très vite. Mais moi, je croise des adultes, ça se voit que ça fait depuis qu'ils sont dans leur CDI qu'ils se font plus chier, quoi. Hein. Et c'est dommage. Ok, je vois. Merci, on enchaîne. Ouais, grave. Ah, mais c'est pas drôle, mais c'est pas grave. Toi, t'aurais fait non, c'est pas droit. J'aurais passé 20 minutes sur trouver la bonne position. C'est vrai que des fois je me prends la tête sur des trucs. C'est stylé les petits trucs que ça fait là. Lettre suivante. E comme écran. Ce sur quoi vous êtes en train de regarder ce podcast. Berk. Les écrans et la technologie prennent de plus en plus de place dans notre société. Comment est-ce que tu appréhendes ton rapport à ces écrans? Moi la société je m'en bats les couilles. Ah oui, carrément. Le gars est anarchiste. Non mais au-delà de que ça s'intègre dans la société et tout, c'est vraiment addictif cette merde. Comme j'ai beaucoup de montage en ce moment, j'essaye de m'avancer, donc souvent des fois je me lève tôt, à 6h du mat, tu vois 6h30. Mais vas-y, je fais du 7h, 17h, même si je fais pas non-stop du montage, Ok. à faire de l'écran en fait. Et bah j'ai mal au crâne, sa grand-mère en fait. Je suis explosé à la fin. Bref, je parle de ma vie. Mais surtout, je me sens addict à mon tel, genre, c'est horrible. Addict à quoi par exemple? Insta. Il n'y a plus aucune réflexion, c'était évident. C'est des montages de concerts, donc c'est un peu redondant, Ouais, c'est et souvent je dois mettre des stabilisations sur des plans assez longs. Et ça prend un peu de temps. Souvent le réflexe c'est que je prends mon tel et je regarde Insta pendant 2 secondes, mais en fait je regarde pas 2 secondes, je regarde pendant 10 minutes, et du coup la stabilisation est finie depuis 5 minutes. Je suis quand même devant mon tel. Maintenant, je fais pas ça et de me retrouver vraiment à. Genre, je lance mon truc, maman, je cherche mon tel automatiquement en fait. C'est genre un automatisme, tu vois. Et j'ouvre Insta automatiquement. C'est horrible. Donc pour moi, les écrans prennent des trucs où tu perds du temps en fait. Tu fatigues ton cerveau avec ça. Enfin, les réseaux en général. Mais c'est un pouvoir énorme du coup. Et ils l'ont bien compris, je pense, les gens qui gèrent ce genre de trucs, tu vois. Et moi, je sens que ça travaille même sur ma concentration du coup. Je suis fatigué. Quand je suis dans des sessions de montage comme ça où je fais téléphone, montage, genre je sens une fatigue mentale parce que c'est dur de se concentrer en fait. Oui. Et je sais que c'est à cause de ça. Moi je sais que j'ai un taf qui a cet aspect écran et je sais que c'est fatigant. Ouais, je pense qu'il faut surtout que j'arrive à trouver des activités qui permettent de faire autre chose, quoi. Je pense qu'il faut arriver à se détacher Faut pas que... Mais du coup ça arrive, j'ai fait des journées où moi je suis tous les jours devant l'écran. Ma meuf qui est dans les jardins toute la journée rentre, elle est fatiguée, elle veut se poser devant une série. Je me retrouve à faire du 8h à 21h où je fais que de l'écran en fait. Que de l'écran. Je ne sors pas. C'est horrible. Ce qui est très dangereux, c'est que du coup, tu es attaché à cette envie-là de faire de l'écran. Enfin, au-delà de faire de l'écran, c'est la sensation que ça te donne. Donc la dopamine que ça t'envoie de voir des trucs fun. Et donc t'as envie de ça et t'as plus envie de sortir. T'as plus envie d'avoir d'autres sensations, de taper le soleil, d'avoir chaud et de marcher. Les choses simples du coup de la vie deviennent fades. Si vous n'avez pas encore ce truc avec votre téléphone, continuez de faire des moments où vous faites autre chose que du téléphone, enfin ou de l'écran, où vous continuez de sortir, continuez de faire du sport, continuez de faire tout ça. Et si vous avez ce truc avec votre téléphone, juste essayez de vous forcer à aller dehors, à lire, à faire du sport. Voilà. Des choses qui vont te reconnecter à d'autres sensations cool de la vie, quoi. Moi, ce que je peux conseiller, si je me permets, c'est si vous avez vraiment du mal à vous déconnecter de TikTok ou des réseaux ou autres, triez les posts que vous regardez.
Moi, il y a des trucs où, genre, quand je les vois, je fais ok, c'est du brain rot, ça dégage. Tu vois, le truc que tu me disais tout à l'heure où t'as pas la rêve du même? Non. Et si je t'avais vu, j'aurais sans doute skip parce que c'est du brain rot. Donc je considère que c'est pas utile pour moi. Je scroll, ça ne sert à rien. Le pire, c'est les vidéos de chats. Moi, j'ai pas de vidéo de chat. Moi, j'ai que ça. Moi, des fois, j'ai. Waouh, c'est beau. On enchaîne. F. Alors, on est en cinéma et qu'est-ce qui commence par un F? F comme Film. étudiant en cinéma, ton objectif est, dans sa globalité, de faire des films. Mais avant ça, on a besoin d'inspiration. Donc, quels sont les films qui t'inspirent et pourquoi? Les films qui m'ont inspiré. Je sais pas si je ferai ces films. Enfin, si c'est les films que je ferai. Les films qui m'ont inspiré, c'est les films qui m'ont montré que le cinéma, ça pouvait être autre chose que ce que je pensais que c'était. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ou alors des films qui me parlent énormément émotionnellement. Donc, les films auxquels je pense, c'est Le Fils de l'homme de Alfonso Cuarón. Ok. Je sais pas pourquoi il m'a marqué complètement ce film. Par sa technique de plan séquence. Sa mise en scène en fait. C'est le premier film où je me suis dit waouh. J'ai dit waouh la mise en scène, tu vois. Les films de Stanley Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace. J'ai pété un câble sur l'immensité du film et c'est un film qui m'a fait dire ok bon ben, même si c'est dans les années 60, même après plus tard j'ai vu d'autres films et je me suis rendu compte que en fait dès les années 20 limite le cinéma pouvait atteindre son apogée quoi. Donc voilà bref, mais le 2001 ça a été un des premiers films où je me suis dit putain le film date de 68 et il est juste parfait quoi. Sinon ben Roma de Alfonso Cuarón aussi, je sais pas pourquoi ça me parle parce qu'il y a une lenteur, une honnêteté, une sincérité, une beauté qui se dégage. C'est juste c'est bouleversant. Là je parle de mes premières expériences de cinéma. Ce qui m'a vraiment marqué en expérience de cinéma c'est Kubrick. Et après j'ai découvert Andrei Tarkovsky, réalisateur russe. Je me suis fait tous ces films parce qu'en fait je suis tombé juste sur une vidéo sur YouTube qui comparait les plans de Kubrick et les plans de Tarkovsky et je me suis dit mais what the fuck, genre c'est quoi ces plans de zinzin. Et donc j'ai pété un câble, j'ai vraiment juste dit je veux le coffret de tous ces films à ce man. Je savais pas qui c'était, je savais pas ce que c'était ces films, j'ai fait je veux voir tous ces films. Et j'ai acheté et ça a été ma plus grande claque artistique je pense en général de toute ma vie. Rien pour en remplacer Tarkovsky dans ma vie, maintenant je le sais, tu vois. Genre c'est la claque de ma vie. Donc ce mec, pourquoi ça m'a parlé? C'est que pareil, c'est des films en fait. Déjà j'ai découvert un autre cinéma que j'avais jamais vu, donc le cinéma russe, avec toute sa grammaire quand même. Voilà, c'est le mot. Toute sa grammaire cinématographique qui est particulière, tu vois, avec sa relation avec la nature, sa manière de filmer les gens, toute la nostalgie russe, tout le poids de la culture russe en fait qui se dégage dans ces films, tu vois. Okay. C'est énorme. Et c'est unique. Et donc j'ai découvert ça en me disant waouh, sans prendre conscience de ça. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'est-ce qui se dégageait de ces films en particulier. C'est aussi juste le cinéma russe en lui-même qui a quelque chose de très qui me parle énormément sur les sujets. Beaucoup de nostalgie, relation avec la nature très forte, à l'infini, beaucoup de spiritualité. Donc voilà. Ce qui me parle dans les films, c'est montrer que donc le film de David Lynch aussi. J'ai vu tous ces films aussi. C'est des films qui me montrent que en fait le cinéma ça peut être autre chose. Et des films qui ont marché en faisant autre chose, pas juste des films what the fuck, tu vois, genre en mode des films qui ont marqué l'histoire à jamais, mais qui ont fait que le cinéma est devenu autre chose, tu vois. Ouais, je vois. Et moi, ça me régale, quoi. C'est génial. Voilà. Les films qui sont importants pour moi, c'est des films qui me permettent qui me font me rendre compte que le cinéma peut être autre chose que ce que je pense que c'est, tu vois. Donc un film qui va aller plus loin dans la forme ou dans le fond, qui va aller toucher des sujets particuliers ou mettre en scène d'une manière qui va prendre une liberté par rapport à ce que je pensais que ce qu'était le cinéma. Ok, c'est les films qui vont contredire ton esprit. Ouais, des fois qui vont même me faire chier, tu vois. En mode, ça m'énerve, je comprends pas, moi je pensais pas que ça pouvait être ça, tu vois. Et c'est ça, et moi des fois ça me fait aussi plaisir parce que quand moi je pense mes créations, j'imagine des choses quand même un peu cheloues. Quand je vois que des réalisateurs ont réussi à être des pionniers, des maîtres du cinéma, tout en faisant des films vraiment particuliers, en fait ça donne de l'espoir aussi, tu vois. C'est des films qui me donnent de l'espoir et qui me titillent en plus dans mon côté cinéphile. Oui, je vois. Ok. Je cherchais ça, l'émotion forte, c'est au-delà du kiff, c'est vraiment de l'espoir, ça me donne en fait. Ça me donne vraiment de l'espoir. Des films qui me donnent de l'espoir. On enchaîne ? Ouais. J'ai comme Jean. De quelle manière est-ce que tu abordes le monde et surtout la sphère sociale ? Avec amour. Ok. C'est une vraie réponse. Avant, j'abordais tout avec peur. Pas que les gens, mais notamment les gens. Et quand j'ai commencé à prendre un peu plus confiance ou à découvrir les trucs que j'ai mis et tout,
je me suis rendu compte que justement, je pouvais aborder la vie d'une autre manière avec kiff en fait. Tu essayes d'aborder n'importe quelle personne quand elle rencontre, n'importe quelle table, n'importe quelle chose avec amour. Ok. Donc amour, c'est bien au-delà de d'aimer, enfin d'un amour de couple, quelque chose comme ça, tu vois, c'est manière de voir le monde positivement en fait. Enfin c'est être au monde, tu vois. Ok. C'est regarder le monde qui t'entoure avec amour, trouver des choses belles, essayer de te dire c'est beau, ou c'est excitant, ou cette personne est intéressante, et tu vas trouver tu vas toujours trouver quelque chose d'intéressant auprès des gens. J'ai envie de regarder les gens et de leur dire je vous aime, vous inquiétez pas, tu vois, genre, je veux apporter aux gens cet aspect-là où genre je suis en mode j'aime la vie, j'aime. Donc vous pouvez être en confiance avec moi, tu vois. Ok. J'écoute, les choses me nourrissent, tu vois. Et sont plus des obstacles flippants, quoi. Mm. C'est des sources de répondre à une curiosité, de tout ça, tu vois. Voilà. Allez, on enchaîne. I comme instruire. Donc on a tous déjà fait face à un professeur, certains avec des méthodes plus ou moins discutables. Comment est-ce que tu perçois l'instruction et le système scolaire? Et Bon. surtout, est-ce que tu aimerais bien instruire et pourquoi? Et le problème, c'est que c'est la phase de l'enfance et que du coup, en fonction de ton expérience d'enfant, tu vas vivre soit bien, soit mal ta scolarité, quoi, tu vois. En fait, le cadre de l'école, je pense que c'est un cadre traumatisant, mais en même temps, c'est un peu obligatoire de passer par l'école parce que ça permet de s'introduire justement à la culture, quoi, tu vois. Si tu tombes sur des bons profs ou quoi, ça te permet de t'ouvrir au monde et de donner les clés, les premières clés, tu vois. Je pense que les premières écoles, c'est très important, tu vois. Après, pour la suite, moi, je suis en mode, oui, il y a plein de trucs qui vont pas, mais en même temps, comment on pourrait se démerder pour faire autrement que ça? Enfin, c'est pas facile, tu vois. Je vois. À part, par contre, en effet, avoir plus de temps pour des activités extrascolaires, comme font, par exemple, Angleterre aux États-Unis, je sais plus, Ouais, l'Allemagne aussi, ils font ça. Allemagne. La Voilà. Suisse aussi. Ça, c'est carré, parce que L'Italie aussi. t'as plus de temps pour te développer toi, à côté de l'école. Nous, on a ça, mais on n'a pas tant que ça en France, et je trouve ça dommage. Disons que c'est moins encouragé que là-bas. Voilà. C'est moins encouragé que là-bas, et donc on a plus de mal à se trouver. Je pense qu'on a plus de mal à se trouver hors du système. Donc ça crée Ok. tous ces gens perdus. Ok. Est-ce que t'aimerais bien instruire? Alors à la base je voulais pas parce que déjà je me suis dit je vais être un dégain parce que je suis en mode parce que je peux très vite pas avoir autant pas le goût et la présence pour expliquer de manière pragmatique quelque chose, tu vois. Par contre je me suis rendu compte par exemple pour un cas d'expliquer des trucs techniques de la caméra ou quoi, ça me plaît énormément et je suis très à l'aise. Ouais. C'est des bases et ben là je kiffe et je me dis en vrai je pourrais faire ça et je prendrais du plaisir à le faire. Et je pense que ça va venir avec la maturité mais je pense qu'en fait un peu comme pour tout le monde, tu vois. Ok. Elle comme, on en a parlé tout à l'heure, elle comme Lynch, David Lynch. Donc, plutôt je t'ai demandé quelle célébrité est-ce que tu aimerais rencontrer, avec qui est-ce que tu aimerais avoir une discussion. Et tu m'as répondu, même s'il est mort, j'aimerais bien David Lynch. Pourquoi? Parce que je suis fan du personnage. Et on le montre et on le met en avant comme vraiment une personne genre, spéciale, très perchée. Donc, David Lynch qui a fait Mulholland Drive, qui a fait Lost Highway, qui a fait. Et en fait, qui était aussi un artiste peintre, qui a écrit, qui a fait des courts-métrages beaucoup, qui était beaucoup plasticien, qui travaillait la matière. En fait, c'est un artiste complet, quoi. Il a fait de la musique aussi. Pendant le confinement, il avait une chaîne YouTube. Et tous les jours, il postait des trucs. Je sais pas si c'était tous les jours, mais par exemple, c'était en mode le mot du jour et la météo du jour. Tous les jours, c'était lui dans son bureau qui était en mode Hello everybody, today it's sunny. Et après, ou alors c'était les vidéos, le numéro du jour. Hello everybody, il pioche un chiffre de numéro, il fait le numéro du jour, c'est le 12. Très bonne journée. Fin de la vidéo. David Lynch qui a réalisé Mulholland Drive. David Lynch qui a eu voilà, des prix dans tous les sens, enfin qui est un des maîtres du cinéma dans son approche et tout ça. Il a fini à faire des vidéos sur YouTube comme ça, mais parce que c'était un artiste complet, quoi. Donc je suis très curieux. C'est un artiste qui est perché, qui est tout ça. Mais malgré tout, il a réussi à faire des films énormes et à s'implanter vraiment dans un milieu très compliqué, très compétitif, très tout ça. J'ai un autre homme que j'ai envie de rencontrer, qui est encore vivant, qui est un peu dans la même branche. En fait, c'est des gens qui sont très particuliers, qui sont très eux-mêmes à fond, et qui sont en mode fuck, je changerai pas. Et qui arrivent malgré tout à faire des grands films et surtout à faire à marcher dans le milieu, en fait, tu vois. Et j'ai envie de rencontrer la personne pour me dire, ok, ce mec est perché, mais comment, malgré ton côté perché, comment tu fais pour réussir, en fait, à faire des films comme ça? Comment tu vas au bout de ça, en fait, tu vois? Genre, parce que malgré tout, un film, on sait tout ce que c'est, à quel point c'est
techniques à faire en étant pragmatique, tellement d'aspects techniques, tellement d'aspects relationnels, tellement d'étapes qui font que le film c'est une galère. Et surtout qu'il y a besoin d'être ancré sur cette. T'as besoin d'être une personne quand même pragmatique qui est ancrée sur Terre pour savoir qu'il y a des vrais problèmes techniques sur des objectifs, sur de la lumière. Enfin, c'est con, tu vois. Ouais. Donc, comment, malgré son aspect perché, il arrivait à avoir cet aspect-là. Voilà. Je pense qu'on nous l'a beaucoup vendu comme un mec gavé perché, mais ça devait être aussi une personne normale, en fait, tu vois. Et du coup, j'aurais aimé parler à la personne un peu normale pour savoir comment elle arrive à insuffler ça dans son personnage. Ok. Il y a d'autres mecs dans le même délire. Après, j'arrête là. C'est Werner Herzog. Werner Herzog, réalisateur de la nouvelle vague allemande, je crois. Ça s'appelle comme moi. Nouveau cinéma allemand. Réalisateur de Fitzcarraldo, de Aguirre, La colère de Dieu. Et qui a fait aussi beaucoup de documentaires même. Enfin, il a fait autant de documentaires que de fiction. Et souvent, ces fictions ressemblent à des documentaires, et ces documentaires ressemblent à des fictions. C'est-à-dire qu'il va insuffler dans ses documentaires un aspect fiction, avec des scènes tournées, des scènes fictives, alors qu'il fait croire que c'est la réalité. Et dans ces films, il va les mettre les acteurs dans des situations de l'extrême réel. Genre Aguirre, La colère de Dieu, ça se passe dans la jungle. Il a amené toute l'équipe technique dans la jungle. Et à un moment, il y avait une scène sur un radeau qui se faisait prendre dans une tornade. Bah, il a vraiment mis le radeau dans un tourbillon, quoi, tu vois. Et les man étaient bloqués dessus. Ils ont mis 3 jours à pouvoir les sortir. Et il leur donnait de la nourriture comme ils pouvaient. Un mec fascinant en fait. Des mecs qui, malgré tout ça, sont devenus des. Bon, après, c'est un peu à cause de ça qu'ils sont devenus des légendes aussi, mais des mecs alternatifs en fait. Un peu. Le truc de David Lynch tout à l'heure avec sa chaîne YouTube, C'est c'est une bon. opportunité aussi peut-être de faire une expérimentation, un essai artistique. En effet, il y a ce côté-là. Hein. De toute façon, l'art, c'est fait. Enfin, on crée pour se rassurer aussi. Pour faire du bien, je pense. Donc, lui, il a dû faire ça pour se faire du bien, ça c'est sûr. Ockham comme œuvre. On en connaît plein, tous, tout le monde connaît au moins une œuvre, mais nous n'avons pas tous les mêmes critères d'appréciation des œuvres. Donc qu'est-ce qui fait que selon toi, une œuvre est une œuvre? Donc, Ok. une œuvre qui me parle, Tu vois, qui admettons- dégage quelque chose, qui a un aura, comme dirait. C'est Benjamin, qui parle de l'aura du noir. Écoute, il y a aussi Herzog, Werner Herzog, que je te parlais, qui a aussi beaucoup pensé l'œuvre et tout, et qui parle lui de an ecstatic truth, une ecstasy of truth, genre une extase de vérité, tu vois. Mm. Il parle de ça devant certaines œuvres, devant certains films, devant certains tableaux, en lisant certains poèmes. Ok. Pour moi, une grande œuvre, c'est l'œuvre qui va chercher cette extase de vérité, justement. Ok. Extase de vérité, donc c'est-à-dire, en gros, tu vas pas juste comprendre sa beauté, parce qu'on t'a dit que si ça, comprendre son innovation, comprendre que ça va te prendre ici, et tu vas être en mode, oh waouh, et presque tu sais pas pourquoi, et c'est genre, comme si ça répondait, comme si cette œuvre répondait à quelque chose en toi, d'inconscient, mais elle répond à ça. Je suis sûr que tu as déjà ressenti ça de moi, en lisant un poème, en lisant quoi que ce soit. C'est quelque chose qui va venir te choper au-delà de la compréhension, de la vérité des comptables, il appelle ça dans la Herzog. Une vérité plus sensorielle, un truc qui va te parler, quoi. Pour moi, une grande œuvre, c'est une œuvre qui touche ça. L'œuvre, comme dans Werner Herzog, il disait aussi, si on n'avait pas l'art, on serait comme des vaches qui broutent dans un champ. Pour lui, l'art, c'est ce qui permet à la société aussi d'être une société qui se comprend elle-même, qui s'observe. L'art, en fait, c'est un peu l'humain qui se regarde et qui met sur un tableau ou sur une pellicule avec un crayon un peu l'absurdité du monde ou le chaos du monde tel qu'il est pour l'appréhender en fait. Ok. Et exprimer et qu'on puisse les uns les autres comprendre ces expériences-là du monde. Tu vois. Mais c'est, voilà, une œuvre, ça sert à ça en fait, je pense, à répondre à un besoin humain. Et donc une grande œuvre, c'est une œuvre qui réussit à faire ça. Une grande œuvre, c'est une œuvre qui répond à un besoin humain. Qui te parle, qui répond à un besoin humain, mais c'est pas un besoin conscient, c'est un besoin là, quoi, tu vois. On parle d'émotion, qui va te chercher dans l'émotion. Parce que l'émotion, c'est une vérité à part entière. On va enchaîner parce que. Tu veux pas vérifier juste ça filme? Non, on s'en fout, le montage. Elle fait peur, cette meuf, elle veut bosser au ciné et elle dit cette phrase là. C'est genre la pire phrase. Mais non, mais tranquille. D'ailleurs. On enchaîne. Ah oui. Je sais pas si on a fait cette lettre en fait. Bah non, c'est ciao. Ciao. C'était quoi? C'est ciao. C'était Ouais. P comme philosophie. J'aimais bien Bruno Latour, qui était anthropologue, philosophe, chercheur un peu, qui a mélangé beaucoup de compétences un peu là-dedans, psychologie, sociologie, anthropologie et tout, dans ses œuvres. Et il y a eu l'ultime entretien d'Arte, je vous conseille vraiment des écouter. Ok. Il y a 7 épisodes, 9 épisodes. Lui et un man, et il lui pose des questions. Tu vois. Et une des dernières questions, c'est genre, qu'est-ce que la philosophie pour vous? Et il est incapable de répondre. Et juste, il a les larmes aux yeux. Comme ça, il a les larmes qui montent presque, tu vois, il est en mode, ben, pour moi, la philosophie, c'est, je sais pas quoi vous dire, à part l'amour de cette vérité inatteignable.
Ok. J'ai pas fait d'études de grec pour savoir ce qu'il y a comme étymologie dans philosophie, mais lui, quand il le dit, j'ai l'impression qu'il y a ce côté-là vraiment. Il y a un côté sentimental aussi, tu vois, quoi. L'amour d'une vérité inatteignable. J'aime beaucoup la philo dans sa recherche, dans ses prises de tête, que les gens prennent. Moi, ce qui m'a fait bugger quand j'ai découvert la philo, c'est que moi, je me suis toujours pris la tête un peu tout seul sur des questionnements de vie, sur moi-même, et arriver en cours et me rendre compte qu'il y a des gens, ça a été leur vie, et ils ont été reconnus historiquement, mondialement, pour avoir réfléchi toute leur vie sur la réalité, sur la pensée, sur tout ça. Je suis en mode, mais what the fuck, c'est une dinguerie. Genre, il y a des gens, ils ont dédié leur vie à ça, à répondre à ces questions, en fait. Et j'ai trouvé ça incroyable. C'est ce que j'ai faisais tout seul, un peu limite, tu vois. Il aime cette vérité inatteignable. Il aime se prendre la tête pour essayer de l'atteindre. Et quand il le disait avec conscience, recul, tu vois. Je pense que quand il s'est mis à faire à travailler là-dedans, quand il avait l'espoir de trouver une vérité, en tout cas trouver sa vérité. Mais il a écrit, lui, ce qu'il a écrit comme un peu son gros écrit de fin de vie, c'est, je sais plus le terme précis du livre, le nom précis, mais c'est les différents modes d'existence. Donc en fait, le livre, c'est j'analyse la vérité, la réalité du philosophe, la réalité du religieux, la réalité de la fiction, la réalité du politique, et il dit toutes ces réalités, toutes ces vérités sont des vérités. Et on en a toutes besoin. C'est comme je te disais, un psy qui va te dire t'as besoin de toutes tes sous-personnalités, faut que tu les tiennes par la main pour aller pour devenir mature en fait. Ouais. Et ben une société elle a besoin de toutes ces réalités, donc même le religieux, même le scientifique, tous, il n'y a pas plus que d'autres. Et une société qui va pas bien, c'est une société qui dénigre une vérité ou alors qui en laisse une prendre plus de place. Tu vois. Lui il trouve, et c'est intéressant qu'on vit dans un monde où la science a pris beaucoup trop de place. La vérité du scientifique a pris beaucoup trop de place par rapport à la vérité du conteur, du spirituel, alors qu'on en a besoin. Et c'est en train un peu de revenir, la vérité du spirituel. Et c'est une vérité comme une autre. C'est-à-dire qu'elle a sa part de vérité sur beaucoup de choses aussi, que la science n'a pas. Mais il faut pas qu'il y en ait une qui dise c'est moi la vérité. Non. Les deux sont des vérités. C'est marrant ce que tu dis parce que moi j'ai l'impression qu'on parle pas du tout assez de la vérité scientifique. Genre il y a plein de gens qui juste ignorent les vérités scientifiques et qui se basent sur ce que les politiques disent au lieu d'aller chercher la vérité justement politique ou philosophique ou spirituelle, tu vois. Et j'ai l'impression que justement la vérité scientifique a pas tant de place que ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais justement ces gens-là qui vont parler sans savoir, ça c'est leur problème en fait, c'est que juste ils sont pas bien sourcés, ils sont pas bien, ou alors ils ont pas fait l'effort d'eux. Genre on va dire pendant le Moyen-Âge, pour essayer de prouver que tu avais raison, tu disais je suis le fils de Dieu. Maintenant, pour prouver que tu as raison, tu dis regardez mes études, mon étude scientifique. Même s'il dit des gros bobards, le mec pour faire genre que c'est vrai, il va te dire c'est prouvé par la science. Enfin, je veux dire, même le politique va dire c'est prouvé par la science. Donc, la vérité qu'il va prôner pour que les gens soient en mode ah d'accord, c'est vrai, c'est la science. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Ok, mais je vois. Juste, la science c'est devenu le dogme de vérité, tu vois. Ok. Pour moi, la vérité scientifique est la vérité qui va rassurer le plus les gens maintenant, tu vois. Et c'est bien, c'est très bien. Je dis pas qu'il la faut pas. Je dis juste qu'il y a d'autres vérités qui sont un peu mises de côté. Mais je pense que c'est important aussi qu'on nous apprenne, enfin, qu'on n'oublie pas de nous apprendre à essayer d'appréhender d'autres vérités pour nous faire du bien. Être dans le positif. Aborder la vie de manière peut-être un peu plus, pas mystique, mais essayer d'avoir un peu plus de poésie dans la vie, tu vois. Ça, on le perd énormément quand même, tu vois. Toi tu vois plus la philosophie dans la manière d'appréhender la vie. Philosophie, lui du coup, il disait le philosophe, c'est le berger pour tout ça, tu vois. C'est celui qui va pouvoir dire à une société, attention, là, cette vérité prend un peu trop de place, tu vois. Pouvoir essayer de prendre du recul sur la réalité de la société. Un peu comme l'art. Philosophie et art ont cette approche de arriver à réussir à prendre du recul. Il y a aussi, le philosophe va pouvoir justement permettre, je pense, de condenser tout ça pour dire, oula, attention les gars, là, ça va pas trop, tu vois. Peut-être une sorte de berger, lui, parler d'un berger. R comme réalisateur. Après les inspirations, dont on a parlé tout à l'heure, pour les films, vient la réalisation. Donc qu'est-ce que tu cherches à montrer avec ta caméra? C'est quoi ton point de vue? Très bonne question. Je pense pas l'avoir complètement trouvé. C'est peut-être pour ça que je fais pas beaucoup de films. Par contre, je sais que j'aime travailler mon image, en tout cas. Dans ma réalisation, je réfléchis beaucoup par l'image, à mon image. C'est peut-être débile de dire ça, mais quand même, je pense qu'il n'y a pas non plus tout le monde qui pense à ça dans sa manière de réaliser. La composition de l'image va être vraiment importante, et des fois trop, dans le sens où des fois je pense trop juste à mon image et pas à mon propos, ou un truc comme ça, tu vois. Tout le monde avec qui je montre des petits films et tout, et même mon père aussi, qui me montre à tout dès qu'il peut, il montre les films que je fais, tu vois. Et beaucoup de retours, ils me disent c'est la sensibilité, tu vois. Il y a une certaine sensibilité qui se dégage de ce que je crée. Une sensibilité aux choses, tu vois, aux détails,
à la beauté que je parlais tout à l'heure d'aborder avec amour, ben, tu vois, essayer de montrer les choses pas comme elles sont, mais comme je les vois, tu vois. Je sais que j'aime beaucoup donc la culture, l'art, tout ça, et je m'intéresse de plus en plus aux gens, et j'aimerais pouvoir montrer et filmer les gens et cette vérité que porte chaque personne, quoi, tu vois. Donc ça, peut-être que dans un futur, les réalisations seront plus vers ça. Ok. Un côté plus naturel, plus tout ça. Ok, c'est très bien ça. Je sais pas. Je pense que tu trouves ton chemin. Voilà, mais je suis paumé, je suis dans une période où je sais pas trop ce que je veux. J'essaie de me libérer de ce côté un peu trop contrôle des images pour essayer d'avoir accès à quelque chose de plus fluide et simple dans aussi ce que je crée. Voir un peu ce que ça donne. Calmer un peu cet aspect trop bloqué sur l'esthétique, sur la forme et pas le fond. Tu vois, comme on disait tout à l'heure. On enchaîne. Ouais. La dernière. S comme satisfaction. Dans les métiers artistiques, il est souvent très difficile de réaliser complètement sa vision et surtout d'en être fier. Comment est-ce que tu perçois cette forme d'idylle de ce que serait ta satisfaction? Ah, donc qu'est-ce que ce serait une réalisation parfaite? Ouais, c'est ça. Pour moi, une réalisation parfaite. Est-ce que tu cherches la satisfaction quand tu fais un film? Ouais. Je cherche à atteindre une sorte d'idéal en tout cas que j'atteins jamais, donc je suis toujours frustré de ce que je crée. Mais l'idéal en même temps est un peu compliqué à atteindre, tu vois. Moi, déjà, l'idéal, elle passe dans un contrôle total de l'image, sur les détails, je pense. Moi, mon œuvre parfaite, ce serait un film de presque 3 heures, avec une histoire qui va te prendre aux tripes d'une vie, où tout est contrôlé, en fait, mais surtout, il y a beaucoup d'émotions, du coup. Et un long métrage, genre vraiment un long métrage. J'ai un film en tête, c'est un réalisateur russe, s'appelle Nikita Mikhalkov. Il est pas si parfait que ça, mais en fait, quand j'y repense après, je me dis quand même, c'est un film, ce genre de film où tu te dis, c'est un chef-d'œuvre. Parce que c'est énorme, ça prend le temps et en même temps c'est énorme. Et il se passe tellement de trucs, c'est énorme. C'est quelques jours dans la vie d'Oblomov de Nikita Mikhalkov. C'est un man qui s'ennuie dans sa vie, il se fait chier. Et à un moment il y a un pote à lui qui revient, qui l'emmène et qui le sort en fait de chez lui. Et en fait ce mec solitaire du coup va se rattacher à ce pote. Et ce pote ça va être sa manière de le sortir de sa vie de merde, qu'il assume pas qu'il a une vie de merde. Parce qu'il a beaucoup d'ego aussi et tout ça, ce Oblomov. Et en fait c'est un enfant. Complètement un enfant qui supporte pas de passer dans la vie adulte. Et son pote va le soutenir et en même temps ça va être ultra toxique parce qu'en fait son pote il va l'emmener avec lui comme son larbin un peu. Et donc c'est intéressant parce que le film, visuellement parlant, il va chercher vraiment, tout en étant très très sobre. Il y a des scènes filmées, c'est énorme et ça mélange des plans à la Tarkovsky très lents, la nature qui englobe tout. Okay. Voilà. C'est un film où c'est pas de la branlette esthétique, où c'est pas de tir larme, où c'est pas de la branlette spirituelle ou quoi que ce soit. C'est là où Tarkovsky des fois c'est un peu de la branlette. C'est-à-dire que c'est très spirituel. Là c'est un film juste qui va à l'essentiel dans l'émotion, qui va toucher tout en étant ultra sobre, mais qui va faire des plans très soins, qui va savoir taper précisément où il faut taper. Et c'est waouh, tu vois. Ce serait mon idéal, ce serait faire une œuvre sincère, mais en ayant une qualité de production et mélancolie qu'il n'y a pas dans les films français, parce que nous on est bon dans les films français pour avoir de la sincérité dans nos films, mais j'ai pas envie d'avoir un film français, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Dans l'esthétique, des fois le minimalisme et tout, je veux que ce soit presque épique esthétiquement, mais qu'il y ait une sincérité pure qui se dégage. Ce serait mon idéal. Ok. Bah je crois qu'on a fini. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je remercie également le French Coffee Shop de Pessac qui a accepté de nous accueillir. Le sang de la veine. Merci Hugues Malo. Merci référence, le site web de Hugues, son portfolio. Je réalise des films pour tout. Merci à tous d'avoir écouté ou regardé. Vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire, liker le podcast, liker la vidéo. Et si vous kiffez le concept, vraiment ça me ferait trop plaisir parce que ça montre qu'il y a des gens qui aiment et qui ont envie d'en voir plus et de soutenir nos projets. On se retrouve une prochaine fois, j'espère dans pas trop longtemps. Et à bientôt. Salut. Ah, ambiance de merde.